Merci Dominique, merci à vous de me recevoir pour ce colloque, merci à Catherine de m'avoir proposé cette invitation. Alors, si je reprends l'intitulé du titre qui est donné là sur cette table ronde, rédacteur du rapport ministériel, évidemment, en 2023, Agnès Firmin-Lebaudot nous a commandé, à Philippe de Normandie, Marine Cress-Guilluy et moi, un rapport, premier rapport ministériel sur le sujet de la santé des soignants. Désormais, ce rapport, il a 2 ans, mais il fait encore parler de lui. Il y a le président Amouroux dans la salle qui a fait beaucoup vibrer mon téléphone pendant mes vacances avec un post LinkedIn enflammé sur le sujet. Et ça veut dire que ce rapport, même s'il a 2 ans, même si tout le monde n'est pas d'accord, même si tout le monde pense qu'on pourrait aller plus loin, qu'on aurait pu faire autrement, qu'on aurait pu dire autre chose, eh bien, il continue à créer du débat. Et c'était tout l'objet de ce rapport. Parce que jusqu'à présent, on parlait assez peu de la santé des soignants, voire même pas du tout, parce que, vous l'avez dit déjà depuis de nombreuses reprises, d'abord il y a une forme de déni qui est extrêmement forte quand on parle de sujet, parce que ce n'est pas culturel chez les soignants, et différentes études l'ont démontré, des études scientifiques ont démontré que parler de sa santé quand on est soignant, ce n'est pas compatible avec la blouse. On ne peut pas être à la fois une blouse blanche et un patient. On ne peut pas être vulnérable et soignant, et encore plus quand, au cours de la crise sanitaire, on nous place au statut de héros, de guerrier, d'invincible de la crise sanitaire. Donc évidemment, quand ça ne va pas bien, on n'en parle pas. Ensuite, du côté des pouvoirs publics, du côté des politiques, c'est un sujet qu'on regarde souvent que par un seul prisme, c'est celui de la santé au travail. Les Britanniques, qui sont beaucoup plus avancés que nous sur le sujet, ont démontré avec 2 ou 3 grandes études dans le pays, que le sujet de la santé des soignants, évidemment, c'était un sujet de santé au travail, mais pas seulement. C'était d'abord un sujet de santé publique. Parce que le tabac, l'alcool, la malbouffe, la sédentarité, ne sont pas des comportements qui s'acquièrent lorsqu'on prend la blouse. Ce sont des comportements qui s'acquièrent bien avant de porter la blouse. Par contre, par rapport à la population générale, nous avons un environnement de travail et des caractéristiques professionnelles qui ne vont faire que optimiser, renforcer ces mauvais comportements de santé. Et en cela, il est important, je le crois, de parler de la santé des soignants par rapport à d'autres populations, par rapport à d'autres catégories professionnelles, parce que nous avons des risques professionnels très spécifiques, avec une multitude également d'impacts, que ce soit, on parle beaucoup de santé mentale, mais sur la santé physique, il y a également énormément d'impact. Les Espagnols, pour reprendre leur dernière étude qui a été publiée il y a 1 mois et demi, ont démontré que les aides-soignantes, par exemple, étaient plus sensibles au syndrome métabolique que la population générale. Autrement dit, le foie gras. Quand on connaît l'impact que ce syndrome métabolique a sur les maladies cardiovasculaires, a sur l'apparition du diabète, on peut quand même s'inquiéter sur ces pathologies qui ne sont pas des pathologies transmissibles, qui sont des pathologies non transmissibles, mais à fort potentiel de chronicisation. On peut s'interroger sur la capacité que l'on a d'agir sur ces risques professionnels pour être encore plus impactant, à la fois parce que, au-delà d'être une blouse, le soignant est un être humain à part entière, je tiens à le rappeler, et puis, après, une fois, lorsqu'il enfile sa blouse, il a entre les mains, quelle que soit son activité, quel que soit son corps professionnel, quelle que soit sa catégorie professionnelle, il a entre les mains un patient, une autre personne, une vie, dans certains cas, même une vie quotidienne pour des auxiliaires de vie, des aides à domicile. Et on ne traite pas de pneus, on ne traite pas de carrosserie, on ne traite pas de carton, on traite d'humains. Et en cela, ça fait de nous aussi des professionnels qui avons une activité professionnelle encore plus à risque que les autres. Donc le rapport, M. Amouroux l'a dit dans son post LinkedIn, évidemment on aurait pu aller plus loin, évidemment on aurait pu dire peut-être d'autres choses et avoir quelque chose qui ressemble presque à la Bible de la bonne santé des professionnels de santé. Ce n'était pas notre objectif c'était d'en faire un objet politique. Et en cela, de déstigmatiser ce sujet de la santé des soignants. Et j'en viens au deuxième intitulé du titre qui accompagne mon nom et prénom. On a créé un think tank, un cercle de réflexion dédié au sujet de la santé des soignants pour non pas concurrencer ce qui se fait déjà, et je salue assez souvent SPS pour ses actions et d'autres acteurs pour quand même témoigner que beaucoup n'ont pas attendu d'ailleurs que le rapport soit écrit pour se lancer sur le sujet, et c'est heureux pour nous. Et on a été seulement un peu le catalyseur de toutes ces bonnes idées. Mais désormais, si on veut continuer à parler de ce sujet, on doit d'abord s'appuyer sur des données probantes, c'est-à-dire sur la science, avec une rigueur, une méthodologie, avec des données qui sont
je dirais presque incontestable sur le plan institutionnel, politique, professionnel. On doit aussi faire preuve de pédagogie. Candice, tu l'as dit, sur le terrain. Moi, j'ai fait pas mal de visites de terrain à l'occasion de la mission ministérielle. Personne ne savait que la mission existait. Quand j'arrivais dans les services, on me dit, bon, ok, on ne s'est pas trop quitté, mais ok, bah, viens, visite notre service, tu vas voir comme c'est difficile. Et parfois, certains ne savaient même pas que j'étais infirmier ou aide-soignant par le passé. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie nécessité de vulgariser et on peut avoir des messages institutionnels, et ici on est dans un haut lieu institutionnel au ministère, mais il faut parler concrètement aux gens de terrain. Il faut leur dire qu'aujourd'hui et demain, j'espère que ça sera encore plus, on va s'occuper de leur santé. Et on va surtout mettre en place des actions concrètes, des actions compréhensibles, avec d'abord du financement. Catherine est assez promotrice du sujet du financement, et c'est normal parce que c'est le nerf de la guerre. Et avec un téléphone qui a beaucoup vibré, pas que pour M. Amouroux, mais aussi pour les annonces du Premier ministre, on peut s'inquiéter aujourd'hui de la pérennité de ce financement des actions en faveur de la santé des professionnels. À la fois sur l'existant, c'est-à-dire la santé au travail, la médecine de prévention et de santé au travail, et puis sur ce qu'on sera amené, nous tous, à proposer à nos collègues avec plus ou moins de facilité, et plus ou moins aussi de lisibilité sur notamment le PLFSS. Quand j'étais assez rapidement conseiller ministériel, pendant 3 mois, un gouvernement Barnier, on a beaucoup travaillé sur le PLFSS, parce que c'était finalement la mission qui nous concernait en priorité, et on avait réussi à inscrire dans le PLFSS des lignes budgétaires dédiées à la santé des soignants, non pas à la santé au travail des soignants. Ces crédits n'ont pas été réactualisés dans le nouveau PLFSS, mais par contre, des crédits supplémentaires ont été ajoutés sur la santé au travail. Donc, on arrive quand même à avancer avec quelques difficultés, certes, mais on arrive à avancer tout de même. Et comme dirait l'autre, même en reculant, on avance. Donc, parfois, il vaut mieux reculer un petit peu et se dire comment on pourra mieux sauter pour proposer ces actions et puis continuer à faire de la recherche, continuer à médiatiser ce sujet, continuer, et finalement aujourd'hui c'en est la preuve, à promouvoir la santé des soignants au-delà des seuls aspects négatifs, mais en faire quelque chose de positif. J'ai eu la chance de diriger un ouvrage qui s'appelle « La santé des professionnels de santé en France », je ne vais pas aller chercher bien loin le titre, et dans cet ouvrage, il y a des initiatives, il y a d'autres aspects de la recherche, des propositions pour demain, parce que pour demain également, il y aura un vrai sujet de déstigmatiser la santé des soignants. Parce que ce qui se traite aujourd'hui aura un impact dans 10, 15, 20, 25 ans. On parle de pathologies chroniques. C'est aujourd'hui qu'on traite ces pathologies chroniques. C'est aujourd'hui qu'on les prévient parce que dans 25 ans, elles apparaîtront si on ne fait rien demain. Pour les troubles musculo-squelettiques, c'est la même chose. Une aide-soignante qui a mal au dos dans son EHPAD, c'est aujourd'hui qu'on va traiter sa lombalgie. Ce n'est pas lorsqu'elle souffrira d'un trouble musculo-squelettique qu'on devra s'affoler. Pour la parenthèse des troubles musculo-squelettiques, mieux vaut être maçon qu'aide-soignante en EHPAD. En tout cas, c'est les chiffres. Une aide-soignante en EHPAD a un taux de sinistralité 1/3 supérieur à un ouvrier du BTP en EHPAD. Donc mieux vaut être maçon qu'aide-soignant, je vous conseille. Si jamais vous avez des enfants, vous pouvez leur proposer une réorientation. C'est le moment, c'est la rentrée scolaire. N'hésitez pas à leur dire. Et sur l'ensemble de ces sujets, la déstigmatisation, elle est plus qu'importante parce que profondément, notre culture, et trêve de plaisanterie, mais notre culture, elle est profondément marquée par le déni, par la vocation. C'est un mot contre lequel je me bats assez régulièrement parce qu'aujourd'hui, vocation en 2025, ça ne veut plus dire grand-chose. Et derrière le mot vocation, et en particulier pour les professions paramédicales, et notamment la profession infirmière, parce que je suis infirmier, derrière le mot vocation, on met le dévouement, l'abnégation, l'abandon de soi, alors qu'en fait, en 2025, c'est tout à fait ça, être soignant, voire même, ça n'a jamais été le cas, mais les mentalités évoluent et on doit aussi faire accepter au grand public, parce qu'on a tous notre part à prendre sur ce sujet. Quand je vois que des médecins se font tabasser dans leur cabinet, ce n'est pas une question de moyens, ce n'est pas une question d'argent. Quand le médecin ne veut pas délivrer un arrêt de travail et qu'il se prend un coup de poing à la tronche, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de savoir-vivre.
c'est une question de respect, c'est une question de transformation, peut-être même de la société vis-à-vis des soignants et d'une relation peut-être un brin consumériste dans la relation soignant-soigné qu'on doit faire également évoluer. Et les dernières campagnes de communication n'ont pas tout à fait été pertinentes. Hein. C'était il faut être malade, je ne sais plus quoi, pour s'en prendre à un soignant. Bon, le message était un peu raté. On doit y réfléchir tous ensemble. Comment, aujourd'hui et demain, on arrive à faire comprendre du politique à l'usager de ce système de santé, en passant au milieu par le professionnel lui-même, qui a un intérêt à prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Merci à vous. Bon, moi, je resterai modeste, Candice, je n'ai pas la prétention d'être à bouture. Je vais me contenter de ce qui existe. L'une de nos premières recommandations dans le rapport, c'était de créer un comité de suivi ministériel dédié à la santé des soignants. Beaucoup dans la salle savent qu'on a connu beaucoup d'aventures pour l'obtenir, ce comité de suivi, et le ministre Yannick Neuder nous a permis de concrétiser cette première idée qui nous semblait indispensable pour aller plus loin désormais dans le suivi et dans l'animation de cette politique publique à destination des professionnels de santé. Le comité de suivi s'est mis en place le 16 juin dernier. Il est copiloté par la DGOS et Philippe de Normandie pour la mission ministérielle. Il a réuni normalement déjà un certain nombre de parties prenantes pour, selon les vœux du ministre Neuder, s'il est encore ministre fin septembre, proposer une feuille de route ministérielle sur ce sujet avec des financements associés et avec des actions, comme j'ai dit tout à l'heure, des choses concrètes, lisibles et compréhensibles par tout à chacun, pour que d'ici 2 à 3 ans, puisque une feuille de route, ça s'envisage quand même sur un temps moyen, pas long, sur un temps moyen, et je l'espère au-delà des élections présidentielles, on puisse avoir une visibilité sur ce qu'on imagine aujourd'hui et demain pour la santé des soignants. Et pour le reste, Marion, je te laisse péter les cases. Oui.